Oui, je souhaiterais que ma femme soit prévenue. Non, je n'ai pas besoin de voir de médecin, je ne suis pas malade. Non, je ne souhaite pas faire appel à un avocat parce que je suis innocent. Alors ça, c'était ma première arrivée au 36 en 1974. J'ai demandé à aller à l'état-major de la police judiciaire pour préparer le concours de commissaire de police. J'étais à cette époque-là inspecteur de police. Et c'est extrêmement... c'est lourd quelque part d'arriver au 36. On entre dans le sein des saints, on entre dans le temple de la police, dans le temple du mystère. C'est là où un tas de figures connues de la police, de figures connues du banditisme ont monté ces marches. C'est le saint des saints, ouais, c'est vraiment le temple. On rentre dans un lieu saint quelque part. Saint-Pierre de Rome, c'est de la rigolade à côté. Alors oui, mon arrivée à la BRI, ça c'était un moment extrêmement important dans ma carrière. J'avais d'abord été patron d'un commissariat, et puis à ma demande, j'avais été muté dans ça s'appelait à l'époque des BT, des brigades territoriales, comme adjoint dans une brigade territoriale, parce que je voulais faire de la police judiciaire, de la vraie police judiciaire. Et il s'est trouvé, par hasard, que peu de temps après ma nomination dans cette brigade territoriale, l'adjoint du commissaire Broussard, l'adjoint du célèbre commissaire Broussard, chef de la BRI, chef de l'anti-gang, quittait son poste pour être affecté à la brigade des stupes, et que donc Broussard cherchait un remplaçant, un successeur à Joquery, qui était son adjoint à l'époque. Broussard voulait un profil d'adjoint un peu particulier, c'est-à-dire un type d'une trentaine d'années, qui a déjà un peu d'expérience de la police, etc. Je correspondais à ce profil, donc il m'a fait venir dans son bureau pour qu'on discute, on a discuté. Et puis ça a dû bien se passer, puisque parmi les quelques candidats qu'il avait sélectionnés, je suis celui qui a été nommé à ses côtés pour diriger cette prestigieuse brigade qu'est la BRI. Et je me suis retrouvé donc là au 36, dans le sein des saints, c'était la seconde fois, mais là avec un poste à responsabilité quelque part. Surtout chef adjoint de la BRI, c'est quelque chose de lourd, c'est un gros service, c'est pas un gros service en nombre de fonctionnaires, c'est un gros service en action, en responsabilité, en opérationnel, c'était le gros service opérationnel. Donc c'est forcément impressionnant. Alors au début, on observe d'abord tout ce qui se passe, on cherche à connaître on cherche pas, on apprend à connaître tous les fonctionnaires, les chefs de groupe, etc. Puis petit à petit, on rentre dans le jeu, on comprend comment ça marche, et on devient de plus en plus opérationnel au sein du service. Mais il ne faut surtout pas arriver en disant « c'est moi le taulier, c'est moi le commissaire, je sais tout faire », surtout pas, parce que là c'est la catastrophe, on va à la galère immédiatement. Et puis très rapidement, Broussard a été nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur, qui était Defer à l'époque, et je me suis retrouvé jeune, commissaire principal, chef par intérim de la BRI. Et c'est l'époque où on nous a demandé de travailler sur Action Directe. C'était en 82-83. Les membres d'Action Directe, après avoir été emprisonnés, avaient été libérés à la suite d'une loi d'amnistie plus générale. Ça ne concernait pas eux seulement, mais ils avaient profité de cette loi d'amnistie pour être libérés. Il a fallu les retrouver. Ça a été 4 ans de ma vie extrêmement dense, extrêmement important. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Non, contrairement à ce qu'on pense, l'anti-gang, c'est pas des cow-boys. Alors, ils ont une allure de cow-boys, si vous voulez. C'est l'histoire du 36, quelque part. Il y a d'un côté les notaires, c'est la brigade criminelle, ils sont en costard, cravate, etc. Et de l'autre, les cow-boys, ils sont en Lewis, blouson avec sac à dos. Pourquoi le sac à dos? Parce qu'on se bat toujours avec un ou deux flingues, une radio, des plans de Paris, des plans de banlieue, il y a des menottes, etc. Il y a toute une quincaillerie à balader tous les jours. On ne peut pas avoir ça dans les poches partout, donc c'est dans le sac à dos. Ça fait un peu cow-boy. C'est vrai que l'allure générale, c'est un peu cow-boy. Mais ce n'est pas des cow-boys du tout. Au contraire, c'est des gens extrêmement patients. Il ne s'agit pas de sauter comme ça sur quelqu'un, c'est pas ça du tout, l'anti-gang. Vous savez, quand on veut faire une équipe, que ce soit des malfaiteurs, des braqueurs, une équipe de stupes ou des terroristes en flagrant délit,
Il faut attendre des semaines. Il faut faire des surveillances, des filatures qui durent des semaines et des semaines sans se faire repérer. Donc c'est au contraire la culture de la discrétion. Il faut arriver à passer partout sans se faire voir, sans se faire repérer, sans se faire mordre, comme on dit. Parce que si on est mordu par l'équipe qu'on suit ou même par son environnement, ben c'est foutu. Tout ce qu'on a fait tombe à l'eau. Ça n'a servi à rien. Donc la première des qualités de l'anti-gang, c'est pas d'être des cow-boys. C'est la discrétion et de savoir se fondre dans le milieu dans lequel on travaille. C'est vrai que j'ai une tendresse pour les escrocs. Ma première affaire, quand j'étais à Montreuil, à l'origine de ma carrière, j'ai arrêté un escroc. Un type, c'était une escroquerie pas très compliquée, mais c'était ma première affaire. Un type qui, avec des chèques volés, avait acheté un tas de trucs. Il s'était avéré que l'auteur de toutes ces escroqueries était le fils de ma voisine d'en dessous. Enfin, c'était assez marrant, voilà. Puis c'était ma première affaire. Puis les escrocs sont des gens attachants aussi, parce qu'ils sont plutôt intelligents. Ce qui change du reste du banditisme. Et les bandits sont rarement, c'est pas top niveau. Mais les escrocs sont des malins, sont des subtils. Alors ils jouent aussi avec nous. Il faut jouer avec eux. Ils sont prêts à nous escroquer pendant la garde à vue, enfin, à nous faire dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Ils sont extrêmement adroits et ils recommencent. Enfin, c'est des gens qui s'adaptent comme nous. Ils s'adaptent à tous les milieux. Voilà. De toute façon, on ne choisit pas. C'est les circonstances qui nous amènent à travailler sur des terroristes ou sur des braqueurs. C'est aussi l'actualité. Alors, pour la BRI, pour la Brigade de recherche et d'intervention, qui a été créée pour lutter contre le grand banditisme, c'était bien sûr beaucoup plus habituel et beaucoup plus... C'est pas confortable, c'est pas le mot qui va bien, mais beaucoup plus habituel, oui, beaucoup plus normal de travailler sur le grand banditisme. Parce que c'est des gens qu'on connaît, on connaît leurs habitudes, c'est des gens qu'on identifie facilement dans la rue. On a un système de documentation avec des dossiers sur tout le grand banditisme. Quand on repère quelqu'un dans la rue, il y a toujours un dans l'équipe qui sait, qui peut l'identifier, etc. Alors que nos débuts dans le terrorisme, sur Action Directe, on ne savait pas du tout qui était qui. On ne pouvait pas identifier les gens. On ne savait pas qui ils rencontraient. Est-ce que c'était l'épicier du coin ou est-ce que c'était un de leurs complices ? Donc on était toujours à la remorque, notamment des renseignements généraux qui existaient à cette époque-là, qui ont été supprimés depuis, pour savoir qui est qui fait quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Et on faisait nos filatures, nos surveillances avec des gens des renseignements généraux avec lesquels on n'était pas habitué. On ne travaille pas habituellement avec eux. Donc ça complexifie les choses, d'autant qu'on n'a pas les mêmes fréquences radio, etc. Ça complexifie les choses. Le début a été très très compliqué. On est immergé dans l'histoire de notre pays. Il faut faire face à la délinquance, quelles que soient ses formes. Le terrorisme, c'est une forme de délinquance. Il faut faire face. C'est pas nous qui choisissons, c'est l'histoire, l'évolution de la société. On est passé du grand banditisme, en ce qui concerne le droit commun, on est passé, on le sait tous, du grand banditisme, braquage de banque, au trafic de stupes. C'est le trafic de stupes aujourd'hui qui a changé considérablement la physionomie de la délinquance, et puis le terrorisme. Donc ça évolue, tout ça est évolutif. C'est exactement comme la maladie. On est passé de la lèpre au Covid, tout évolue, tout change. Il m'appelait papa pour la raison suivante. C'est que quand on est chef de service à la préfecture de police, au 36 quai des Orfèvres notamment, on vous appelle patron. On est patron. Et on fait des réunions de chefs de groupe, c'est normal, des briefings, etc., avec les chefs de groupe, avec les fonctionnaires. Et je les appelais mes enfants. Voilà. Quand je leur parlais, je leur disais, mes enfants, on va faire comme ça, on va faire autrement, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mes enfants. Donc de patron, j'étais devenu papa. Alors c'est vrai qu'en plus ça correspond à une réalité. Des services comme la BRI, qui sont des services où on est relativement peu nombreux et très soudés les uns des autres, très cohérents, très, très solidaires les uns des autres, quel que soit le grade qu'on ait, quelle que soit la fonction qu'on ait, c'est une tribu en fait. J'étais pas chef de service, j'étais plutôt chef de tribu quelque part. Pater familias, le chef de tribu. Donc papa, c'était bien, ouais, ça correspond à une réalité. C'est vrai que la police c'est une grande famille, puis c'est une belle famille. Alors, le déménagement du 36. Le déménagement du 36,
il était inéluctable quelque part. C'était pas viable ce bâtiment. On ne pouvait plus continuer à fonctionner dans ce vieux machin pourri, c'était crade d'ailleurs, où pour passer un câble informatique, il fallait 3 jours parce que les murs sont épais comme ça, où les pompiers à chaque fois qu'ils faisaient une visite de contrôle étaient horrifiés. Il y a un escalier, on était, je sais plus, 1500 à bosser là-dedans, avec un seul escalier, pas d'escalier de secours, et les archives papier au sous-sol, bourrés d'archives papier au sous-sol. Ils nous disaient, mais si ça prend feu, vous êtes tous morts là-dedans, vous êtes tous pris comme des rats dans leur piège. Enfin bref, c'est vrai que non, ça ne correspondait pas du tout au monde moderne, donc ce déménagement était inéluctable. Mais c'est évident que quand on a passé près de 15 ans, et j'ai passé près de 15 ans de ma vie dans ce bâtiment, c'est difficile de savoir que c'est devenu, je suis retourné depuis dans ce truc désert, on a envie de pleurer parce qu'il ne se passe plus rien, il y avait une vie là-dedans, c'était une ruche où tout le monde croisait tout le monde sans arrêt, les avocats, les juges, les flics, les truands, les témoins, avec des femmes de ménage qui avaient pour les femmes de ménage, leur local c'était à demi-étage, dans une espèce de placard de demi-étage, et quand elles n'avaient pas envie de bosser, elles se planquaient là-dedans, et on entendait les placards parler. C'était assez drôle, en montant l'escalier, on le descendait, il y avait du bruit qui sortait des placards. C'était les femmes de ménage qui se planquaient là. Enfin bref, il y avait tout un folklore dans ce 36, toute une vie, Ah oui, et puis cet escalier qui a été monté, descendu par tellement par Thierry Paulin, par Guy Georges, par un tas de figures du grand banditisme, un tas de tueurs, un tas de... Ouais, c'était légendaire. Du coup, je suis pas encore allé au nouveau 36 parce que j'ai pas envie d'y aller. Comme on dit au bas des PV, après avoir lu Persiste et signe.